La plateforme Sursaut National lance un appel aux leaders politiques dont le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les opposants Martin Fayoulou et d'autres opposants, leaders de l'opposition, à rendre un vibrant hommage ce mardi à Thérèse Kapalanga, considérée comme l'une des combattantes de la lutte contre la révision constitutionnelle sous les régimes Joseph Kabila. Dans un communiqué dont une copie est parvenue hier lundi sur 7.cd, la structure exhorte également les peuples à rester vigilants et à se mobiliser contre les manœuvres du régime Tshisekedi qui, selon la structure, veut orchestrer un coup d'État constitutionnel pour s'éterniser au pouvoir. Pendant ces temps, l'UDPS Tshisekedi a lancé hier lundi les travaux des réflexions sur la révision constitutionnelle, nous informe de sa part Média Congo. L'objectif de ces assises lancées par Déo Bizibou est de formuler des recommandations pertinentes pour une réforme constitutionnelle en adéquation avec les réalités politiques, juridiques, socio-économiques, sécuritaires et environnementales de la RDC. Autre chose, dans un communiqué parvenu hier lundi à dépêche.cd, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a annoncé la mise en vente publique des biens en majorité de Koné Nanga à partir du 30 janvier 2025. Parmi les biens, il y a notamment Hôtel Castello, situé au numéro 07A de l'avenue Prince de Liège, dans la commune de La Gombe, Villa situé au numéro 34 de l'avenue Colonel Tchachi, dans la commune de La Gombe. Grogne des conducteurs qui Kinshasa, à titre de son côté, Ouracan.cd, la crève de chauffeurs des transports en commun plonge Kinshasa dans un chaos indescriptible. Des milliers de passagers fatigués par l'attente interminable oscillant entre résignation et colère. La ville est à bout de souffle, conclut les tabloïds. Selon Forum des As, cette crève qualifiée de sauvage par les autorités a plongé la ville de Kinshasa dans un chaos total, affectant profondément les activités socio-économiques. Ces chauffeurs du secteur privé interpellent les autorités ou lancent ces grèves pour protester contre la nouvelle grille des tarifs. La nouvelle grille tarifaire fixée par le ministre provincial de Kinshasa. Mesdames, Messieurs, merci. Nouveau numéro, grande tribune. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Maître Yannick Mvumbi nous fait l'honneur d'être encore avec nous. Cher Maître, bienvenue. Merci beaucoup de l'invitation, cher Daniel. Je salue les co-débatteurs, je salue les Congolais qui vont devoir nous suivre. Vous faites bien de m'associer à cet échange républicain. Vous savez que moi j'aime ces débats de qualité, un débat qui ne tourne pas autour des individus, parce qu'il a été créé, les grands esprits discutent sur les idées, et du choc des idées jaillit effectivement la lumière. J'ai juste un petit biscuit, je ne sais pas si vous pouvez me l'accorder. Très bien, on essaie bien. Alors, vous n'êtes pas seul, vous l'avez déjà dit que vous êtes dans le débat. Alors, Monsieur Damien Terrano va nous faire également l'honneur d'être avec nous. Il n'est plus à présenter dans Grande Tribune. Alors, bienvenue également, cher Damien. Merci beaucoup, cher Daniel. Je remercie mon co-débatteur. Merci, merci. Nous allons débattre pour la toute première fois. Nous n'allons pas, comme il l'a dit, hein, moi, je ne parle jamais des individus qui sont passagers d'ailleurs et puis décevantes tôt ou tard. Je parle de la République démocratique du Congo qui ne va jamais me jeter et qui va d'ailleurs recevoir même ma dépouille et me garder. Hein. Voilà, moi je parle de cette nation, je parle de cette terre, de cette République. Et quand je viens devant la télévision, je viens défendre les valeurs qui doivent nous incarner. Voilà, c'est pourquoi nous pouvons dénoncer des vols, des détournements,
et exiger un découragement de la dictature qui veulent s'installer. Et tout ça là, nous sommes en train de parler de la République démocratique du Congo. Donc, je salue tout le monde. Je salue nos téléspectateurs. Je salue ceux qui nous insultent sur les réseaux sociaux et surtout aussi ceux qui nous encouragent. Je les salue. Je salue M. Christian Bossembe, qui est le patron de la chaîne. Merci beaucoup. Je salue M. Dan, Mme Naomi, ainsi tous les autres, Mme Divine, la maquilleuse. Je salue tous ceux qui nous suivent partout ailleurs, partout au monde. Et je demanderai à ceux qui nous insultent d'être beaucoup trop tolérants, parce que quand nous parlons, nous ne parlons pas de nous-mêmes, mais nous parlons de la République qui vous intéresse aussi. Merci beaucoup. Transport en commun entre la grève et les embouteillages, les calvaires des Quinois est désormais connu. L'opposition s'organise. Nous avons lu les journaux à Paris ce matin, les Sourceaux et National, qui est un bloc de l'opposition, s'organise pour honorer la mémoire de cette dame Kapangala qui a perdu, selon eux, la vie dans un combat pour lutter contre les changements ou la révision de la Constitution. Alors, une année après l'investiture de Félix Tshisekedi, on retient quoi? On en parle également. Avant d'aborder nos thématiques, Maître, est-ce que vous avez quelque chose, une information que vous voulez partager bien sûr avec nous? Bon, merci, cher ami. Je voudrais ici apporter mon soutien à c'est André Mata, secrétaire permanent de l'Union Sacrée, qui a reçu mission de la part de l'autorité politique des références de l'Union Sacrée, du président Tshisekedi, la mission de redynamiser l'Union Sacrée, en commençant par le présidium, ainsi que tous les organes. Il avait, la semaine passée, reçu les communicateurs qui s'est dit communicateurs de l'Union Sacrée, alors que la plupart des communicateurs, sinon tous, n'ont pas reçu mandat de communiquer officiellement au nom et pour le compte de l'Union Sacrée. Et il n'avait pas tort de les dire, parce que c'est quand même une structure organisée. Vous ne pouvez pas vous réveiller du jour au lendemain, commencer à engager l'Union Sacrée sans mandat. Ça ne passe pas. Et lui, il a pris quand même le courage d'en parler. Et nous étions nombreux, en tout cas tous les communicateurs, si pas la majorité, échanger avec lui. Il n'a pas interdit de venir défendre les chefs de l'État, mais il a seulement demandé de ne pas engager l'Union Sacrée. Entre-temps, il est en train d'organiser. Et désormais, je crois que le travail est en train d'être fait. Il va notifier officiellement les communicateurs de l'Union Sacrée, ce qu'il faut encourager. Déjà au niveau de nos partis politiques, au niveau du président des partis politiques, la majorité ont émis levé devant les chefs de l'État de pouvoir structurer l'Union Sacrée, sinon restructurer l'Union Sacrée. Même les présidents... La question elle-même, c'est est-ce que l'Union Sacrée existe encore ou c'est... L'Union Sacrée existe bel et bien. Nous avons même un siège. Avec l'arrivée du professeur Mbata, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont en train d'être faites. Mais déjà, beaucoup ont décrié la manière dont le présidium était en train de fonctionner. Okay. Et là, je peux vous assurer qu'on va réformer même le présidium. Il y aura des nouvelles têtes. C'est tout ce que nous demandons. C'est tout ce que nous demandons. En même temps, je condamne une attitude, j'allais dire, qui n'est pas vraiment très courtois. Vous voyez des gens passer dans des médias, dire avec une impolitesse notoire que nous avons défendu les chefs de l'État pendant 6 ans. Tozu est l'autre côté, ma persécution est l'autre côté. Permettez-moi de le dire. Permettez-moi de le dire. Permettez-moi de le dire. Il y a des gens qui font même des chantages aux chefs de l'État. C'est inacceptable. Pourquoi? Vous n'avez jamais reçu mandat de parler au nom pour le compte du chef de l'État. La plupart des gens sont cadrés dans des différents partis politiques. Moi, vous savez, cette politique de la mendicité, je ne l'aime pas. Moi, vous ne me verrez jamais dans des cabinets ministériels, derrière un ministre pour chercher l'argent. Non, ce n'est pas pour autant que j'ai beaucoup d'argent. Non, loin de là. Mais j'ai une personnalité à défendre. Ma mère m'avait envoyé à l'université pour que je défende les valeurs.
Mais commencez à faire des chantages. La première dame reçoit les journalistes. Et même d'autres. Mais comment ça peut devenir un problème pour les autres? Est-ce que la première dame est obligée de vous recevoir dans la mesure où vous n'êtes même pas organisé? Et si même vous êtes organisé, vous n'êtes pas reconnu officiellement au niveau de l'Union sacrée. D'abord, le chef de l'État... Attendez, le chef de l'État va vous recevoir parce que vous êtes qui? Vous n'êtes pas reconnu. Commencez par le commencement, faire des démarches officielles, comme celle qui est en train d'être faite au niveau du professeur, du secrétaire permanent de l'Union sacrée. Voilà pourquoi je demande aux uns et aux autres d'être sérieux. De soutenir la démarche officielle. Et après, le reste viendra. Merci. Le président de la République n'est pas là pour donner de l'argent à qui veut les demander. Il va trouver cet argent où? Mais vous avez vos partis politiques. Vous êtes d'abord communicateur de votre parti politique. Si votre parti politique ne vous donne pas de l'argent, ça c'est votre problème. Okay. Mais il ne faut pas venir au vu et aussi de tout le monde, devant la caméra, dire le président de la République, ça c'est un comportement à bannir. Déjà, moi, je chute par là. Je regrette que la politique est devenue un endroit où les gens viennent chercher l'argent. Avant de faire la politique, il faut avoir quand même une profession. Vous êtes un chômeur, vous voulez venir avoir de l'argent en politique. La conséquence, c'est que vous allez... J'ai même suivi quelqu'un dire, dans une émission, chef de l'État, ma communicateur, il a fallu que regardez les niveaux, regardez les niveaux où nous sommes descendus. Ma communicateur, il a fallu faire bon, on communiquer pour nous. On ne fait pas la politique comme ça. C'est indécent, permettez-moi de le dire. Je crois que c'est lui qui a dit ça, il va suivre cette émission. Il doit arrêter ce genre de comportement, c'est inacceptable. Merci beaucoup, maître Yannick. Est-ce que, à vous également, cher monsieur Damien, vous avez également quelque chose que vous voulez partager avec nous? Au cas contraire, on prend. La première question, c'est lié au transport en commun. Les Quinois souffrent. On a appris même que dans les Hauts-Katanga, c'est le même cas. On ne sait pas hier si c'est encore un téléchargement, comme les Quinois aiment le dire. Qu'est-ce qui se passe? Prenons d'abord Kinshasa. On a dénoncé, on a alerté à chaque fois les chauffeurs, décider de qui doit payer combien. Et puis, quand l'autorité décide maintenant de mettre de l'ordre, ça crée des troubles. Merci beaucoup, très cher Daniel. Merci. Merci pour cette parole très pertinente. Vous savez, ce que nous pouvons dire d'entrée de jeu, c'est que il y a crise d'autorité au niveau de la province, que ce soit le Katanga ou que ce soit Kinshasa. Pourquoi je dis cela? L'autorité urbaine a tenu une réunion avec le représentant de tous les chauffeurs, par, je suppose, leur structure qu'ils appellent ASECO. Ils ont réfléchi et ensemble, ils ont dégagé un montant pour chaque itinéraire. Faisant, comment je vais dire, tenant compte, j'ai envie de dire, des réalités sociaux et kilométriques. Par exemple, ils disent magasin, gare centrale, 1000 francs. Pourquoi ils le disent? Parce que ils ont calculé la consommation et la fluidité des clients sur ces tronçons, ce qui veut dire que ça permet aux chauffeurs et aux propriétaires de véhicules de s'en sortir, d'avoir le minimum, enfin d'avoir le retombé de ce travail-là. Mais, et cela a poussé l'autorité de prendre un décret, enfin, comment on appelait ça, un arrêté. Et, à notre grande surprise, c'est qu'il y a de chauffeurs véreux qui, à leur niveau, refusent carrément d'obtempérer à ce qui vient pas, qui n'est pas une imposition,
mais qui vient d'un consensus de tous les chauffeurs. Et eux disent qu'ils vont pas obtempérer à ces titres-là, à ces prix-là. Quand est-ce que je parle de crise d'autorité? Nous voyons que même le gouverneur, il commence à supplier les chauffeurs de revenir au travail, mais ils ne viendront pas. Et pourtant, le gouverneur, aussi pas l'autorité urbaine, celui qui a la gestion de la ville de Kinshasa et même de Lubumbashi et partout ailleurs, c'est le gouverneur. C'est le gouverneur qui gère les routes et qui les répare d'ailleurs. C'est le gouverneur qui gère même le prix de carburant à la pompe. Bien sûr, en communion avec le gouvernement central. C'est le gouverneur qui administre même les chauffeurs parce qu'ils vivent dans son agglomération. Mais voilà que ces derniers, comme les enfants dans une maison, ils s'attaquent à leur père pour leur dire « tu es incompétent et donc tu ne dois pas être notre père ». Donc voilà ce que je veux dire, c'est que je veux demander au gouverneur d'exercer son autorité. Il lui suffit de dire aux chauffeurs « ok, vous avez refusé de venir ». Ok, ne venez plus. Restez là où vous êtes. Nous allons nous débrouiller avec ceux qui sont là. La conséquence, nous allons assumer. Pourquoi? Parce que déjà, le prix à payer, c'est quoi? C'est que ça nous est arrivé, monsieur Daniel. J'ai vu quelqu'un sortir de la maison, même ce matin, j'étais au niveau de quelque part, au Hillery. Un papa qui vient, on lui dit, boulevard Ville, 4000 francs par une moto. Le papa dit non, je ne monte pas. Et les gars lui posent la question pourquoi. Il dit non, parce que moi j'ai prévu 2000 francs jusqu'au lieu du travail. Alors, ces personnes qui sortent de la maison avec un calcul, arrivés sur le terrain, ils trouvent un autre calcul, mais ça démoralise, ça chamboule, ça stresse la population. Or, le gouverneur de la ville a la charge de toutes ces personnes-là, de leur bien-être. Ce qui fait que il doit sécuriser tout le monde. Les chauffeurs, c'est une minorité, mais une minorité qui veut faire subir presque un karma, presque un malheur à une majorité. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je demanderai au gouverneur de la ville de Kinshasa de prendre des mesures braconnières parce que ce qui a été déjà décidé et mis sous scellé par un décret ou par un arrêté urbain il ne peut pas y revenir parce qu'il y a des capricieux. Mais par contre, il doit administrer une éducation à ses chauffeurs à l'air d'inciter carrément de ne plus venir sur la route. Et si on le voit sur la chaussée, on prend son véhicule, on l'arrête, on le met au cachot et on prend son véhicule, on l'amène en fourrière. Vous verrez cette histoire la semaine prochaine, ça va s'améliorer. Merci beaucoup, M. Damé. Alors, maître, M. Damé parle de l'absence de l'autorité de l'État sur le terrain. C'est la rue qui décide cette fois-ci. Quelle est votre analyse? Bon, j'ai bien suivi l'analyse intelligente de mon aîné. Que je ne partage pas à 100%. J'ai beaucoup aimé la première partie, mais là où il a chuté, je ne la partage pas, mais je crois qu'il va comprendre pourquoi. Bon, cher Daniel, tout part par ce qu'on entend, c'est quoi la vision de monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Quand vous venez pour gérer une ville aussi beaucoup plus compliquée comme Kinshasa, il faut avoir une vision. D'abord, en ce qui concerne la sécurité des Kinois. Qu'est-ce que monsieur le gouverneur pense? Secondo, la mobilité des Kinois, des transports urbains, qu'est-ce qu'il en pense? Parce que vous avez quand même un peu plus de 15 millions d'habitants, je parle bien
15 millions de Quinois, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, qui se lèvent tôt le matin. Des fois, quelqu'un qui a son argent, mais il ne trouve pas les transports. Quand vous venez dans cette ville, il faut avoir une vision. Il y a des gens que vous voyez faire les pieds. Ce n'est pas parce qu'il manque l'argent, il a son argent, mais il ne voit pas les transports. C'est déjà quoi la vision du gouvernement en cette matière? Vous avez encore un autre problème de chômage des jeunes. Quand vous lisez, lorsque vous lisez l'article 204 de la Constitution, on a toujours tendance à croire qu'il n'y a que le président de la République ou le gouvernement central qui doit trouver de l'emploi pour les Congolais, alors que les gouverneurs, conformément à l'article 204, ont aussi des compétences en cette matière. Je reviens, je ne parle même pas de la salubrité publique, hein, parce qu'à ce niveau, c'est comme une poubelle au jour d'aujourd'hui. Mais en venant, il a vu Ngobila. Mais lorsque lui, il y va, il devait avoir une vision. Visiblement, il est en train de tâtonner. Visiblement, il est en train de tâtonner. Mais nous ne touchons pas tous ces points. Je reviens sur la mobilité des Quinois. Cher ami, mon aîné a parlé de l'arrêté. C'est un acte réglementaire. Mais le plus grand problème que nous avons dans ce pays, que ce soit les lois, les actes réglementaires, ils ne s'adaptent pas aux réalités des Quinois. La première réalité, avant de prendre l'arrêté, il faut vous poser la question, je dirige une ville de combien de personnes? 15 millions. Bon, s'il faut minimiser, un peu plus de 5 millions de Congolais, de Quinois, qui sortent les matins pour se rendre dans les lieux de travail, dans les lieux de COP, permettez-moi de le dire comme ça, qu'il n'y a pas de COP dans Bango. Mais comment vont-ils trouver les transports? 15 millions d'habitants. Je crois que si vous allez au Burundi, c'est toute la population, par exemple. Comment les gouvernements provinciaux se préparent pour que ces gens-là se déplacent? Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, vous êtes dans une ville où les routes sont presque quasi inexistantes. Pas de routes secondaires. Conséquence, vous avez des embouteillages monstres où vous pouvez faire des heures de temps dans un même endroit. Ça, c'est une réalité. Avant de prendre un arrêté, il faut comprendre cette réalité. Faute de ça, votre arrêté aura du mal à s'appliquer. Je l'ai dit sous le gouverneur Ngobila. Il ne m'a pas entendu. Et à part ça, le gouverneur Ngobila avait même interdit à ses collaborateurs de me parler, alors que certains de ses collaborateurs étaient mes amis, avec qui on étudiait à l'université. On ne s'appelait plus. Pourquoi? Parce que j'étais trop critique. Mais moi, je viens avec des critiques objectives. Ça, ce sont des réalités. Troisième réalité. Vous êtes dans une ville où les privés font la loi. C'est-à-dire quoi? Ce sont eux qui ont les véhicules. Vous n'avez pas de véhicules. Avant lui, il y avait quand même des New Transkin. Soukimbuta, je crois. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais voilà pourquoi je dis, il a quelle vision? Vous êtes dans une ville où l'État n'a même pas, je ne parle pas de l'État, bon, je parle de la province. Ville Kinshasa n'a pas de véhicules. Avant de signer un arrêté, il faut tenir compte de ces réalités. Regardez, toute Ontubi, il prend son arrêté, il dit quitter Matete jusqu'à Gare Centrale 1500, alors que les Quinois payent déjà 5000 francs. Est-ce que cette décision est adaptée aux réalités des Quinois? Je dis non, pourquoi? Il y a des embouteillages, les routes n'existent pas, l'État n'a pas de véhicules. Vous connaissez, lorsque les véhicules sont très rares, il y a un surnombre. Ces gens ont toujours tendance d'augmenter le prix. Donc, rareté des véhicules. Vous avez dans un arrêt de bus 100 personnes, mais il y a des bus qui doivent amener 10-12 personnes. Tout le monde veut entrer. Ça, c'est une réalité. Mais lui, il y vient, au lieu de résoudre un problème, il ajoute un autre problème. Il dit 1500, alors que les Quinois, permettez-moi de le dire, les Quinois sont des responsables. Ils ne sont pas des petits-enfants. L'arrêté, l'actuel arrêté du gouverneur, c'est un arrêté populiste, permettez-moi de le dire. Je dis c'est populiste. Mais, cher ami, je vous dis, je ne sais pas si vous connaissez Matete. Quittez Matete jusqu'ici avec tous les embouteillages. Vous demandez aux Quinois de payer 1500. Ça va se faire comment? Comment les chauffeurs peuvent-ils se retrouver? Les chauffeurs, lui, il va se retrouver comment? Il y a eu toute une réunion, maître.
C'est ça aussi, c'est ça aussi l'erreur. Il a fait des réunions avec les associations des chauffeurs, mais c'est lui qui signe l'arrêté. C'est lui qui gère la ville. Vous savez, lorsque les transports... Oui, permettez-moi, mon aîné a pris beaucoup de temps. Vous savez, lorsque les transports urbains, lorsque les transports les privés ne font pas sortir leurs véhicules, vous savez la conséquence? La ville est totalement paralysée. Les gens font les pieds, les gens ne savent plus s'y rendre à leur service. Pourquoi? Du fait de la faute de monsieur le gouverneur qui a pris un arrêté populiste. J'ai dit à la limite populiste. Vous savez pourquoi? Quitter Badara, je ne sais pas si vous connaissez Badara, vers Tchang, jusqu'à Gare Centrale 1500, alors qu'il paye déjà 5000. Qu'est-ce qu'il devait faire? Je chute par là. Avant de prendre cet arrêté, il y comprend toutes ces difficultés. Il y vient vers les Quinois. Chers Quinois, vous connaissez les réalités que nous avons. Plus de 15 millions d'habitants. Nous n'avons pas de route. En attendant, j'estime, non, pas maintenir le prix. Il joue à l'équilibre. Ça dit quoi? Là où les gens payaient déjà 5 000, pour qu'ils ne puissent pas avoir beaucoup de problèmes, vous venez même avec 2500. Moi, Yannick, je soutiendrai. Parce que d'une part, les chauffeurs là ne font pas de l'apostolat. Ils doivent se retrouver. Et d'autre part, les Quinois doivent aussi se rendre. Mais les gens payent déjà 5 000. Les Quinois sont sérieux. Et nous sommes dans une ville, je vous avais dit, où quand même la situation sécuritaire au niveau, les banditismes sont pleins. À partir de 19h, les gens veulent déjà, je chute pas là, les gens veulent déjà rentrer chez eux. Mais maintenant, à 19h, un chauffeur vient avec son taxi, il dit 4 000. Oh non, le gouverneur avait dit 5 000. Bon, moi je pars, toi tu restes. Il va rester là jusqu'à quelle heure? Un arrêté mort. Il n'est pas le premier à prendre l'arrêté. Le gouverneur Mobila avait aussi pris l'arrêté. Il n'a pas tenu compte de certains arrêtés. Cet arrêté n'a jamais été d'application. C'est même aujourd'hui. Mon aîné dit ici, il faut qu'il puisse asseoir son autorité, affirmer son autorité. Oui, mais il a quel moyen? Mais il a quel moyen? C'est ça le problème. Mais il a quel moyen? Je vous ai dit, si le privé refuse de faire sortir les véhicules, la ville est paralysée. Lui, il a combien de véhicules, par exemple? Lui, il va faire comment? Jusqu'aujourd'hui, les gens payent comme d'habitude 5 000, 6 000, 7 000, 1000 francs. Okay. Moi, je n'encourage pas ça. Il doit refaire son arrêté, équilibrer les choses, tenir aussi compte de certains paramètres que j'ai annoncés. On revient. Alors, M. Damien, vous avez suivi les préalables avant d'entamer ou de prendre la décision. Maître Mza, c'était un peu quelques préalables peut-être pour équilibrer un peu la tension entre les chauffeurs et... Oui, pour ne pas prendre beaucoup de temps, Maître le sait très très bien qu'avant que le gouverneur ne prenne cet arrêté, il y a eu échange entre justement les usagers de ces sociétés de transport représentées par l'ASECO. Hein? Donc, ils ont eu à échanger. Et les réalités que vous avez émises, certainement, ils l'ont aussi mis sur table. Et après cela, vous savez, le 5 000 francs dont vous faites allusion, c'était une forfaiture, en fait. Okay. C'était un montant décidé par des chauffeurs. Et eux-mêmes le mettaient comme ça. Alors, pour qu'une autorité du niveau d'un gouverneur puisse, fixer un prix de transport, il prend compte de plusieurs réalités. Ce qui n'était pas le cas. Notamment celle que vous n'avez peut-être pas énumérée, c'est le retombé, en fait. Le retombé, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire la source de cet argent. Vous savez aujourd'hui que le fonctionnaire moyen, combien il a comme rémunération par son travail, et ajouter à cela le transport. Je vous donne un exemple. Un travailleur simple qui travaille dans un magasin, il a par jour 5 000 francs de transport que son employeur lui donne. Alors, si déjà ce transport-là, comme vous le dites, coûte 5 000 francs, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle aller simple. C'est ainsi que l'autorité a réfléchi. Il dit non,
si on lui remet 5 000 francs, il peut payer 1 500 aller-retour et garder 2 000. Ça permet à cette personne de faire 2 mouvements, aller et retour, et avoir de l'épargne sur son transport, qui pourra peut-être aussi lui permettre de faire une autre course avec son 5 000 francs. Donc je pense que c'était réfléchi. Parce qu'on ne peut pas fixer le barème de prix en ne tenant pas compte du salaire du Congolais lambda, du premier Congolais en fait. Parce que c'est de là, ce sont eux qui prennent les 5 millions de personnes dont vous faites allusion, ce sont ceux-là. Parce que ceux qui ont des véhicules ici à Kinshasa, ils ne sont même pas 100 000. Mais plusieurs sont dans le bus. Alors, je crois que l'autorité a pris... Mais ici, il y a un problème. Mais je devais mettre à évoquer un point très important. Il dit, mais si les chauffeurs ou les responsables des véhicules décidaient de garder leur véhicule à la maison, on aurait... C'est ainsi que je dis ceci, ou j'avais dit ceci. Il y a un partenariat. Il y a un partenariat entre les propriétaires de véhicules et l'État. Ok. Eux, ils mettent le véhicule, l'État donne le moyen de circulation de ces véhicules. Ok. Notamment les routes, ainsi de suite. Donc, qui ne sont pas en bon état, il faut le dire. Certains. Plusieurs. Plusieurs ne sont pas en bon état. Oui, La majorité. Oui, plusieurs. Plusieurs ne sont pas en bon état. D'ailleurs, la grande majorité. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences, évidemment. C'est là, ça relève d'une autre responsabilité de l'autorité. C'est douce, je vous le concède. Ça fait partie de son autorité qu'il doit, il doit mettre à jour, réparer les routes. Mais ici, nous parlons entre deux individus, deux partenaires qui doivent servir la population. C'est ainsi que je demande. Pendant que vous êtes entre la réunion a été tenue avec les chauffeurs ou les responsables de Non, ils sont représentés. Ah, ok. Ils sont toujours représentés. Il y a un syndicat, une sorte de syndicat. Il y a l'ASECO. L'ASECO gère les chauffeurs. Et il y a une autre structure qui gère les propriétaires des véhicules. C'est eux qui peuvent décider, oui ou non. Et aussi, je veux dire à mettre quelque chose qu'il n'a pas dit. Ok. Comment on appelle l'argent qui revient au propriétaire là? Le versement n'a pas changé. Mais franchement, n'a pas changé depuis. Même avec les 5 000. Vous savez, même quand ils perçoivent les 5 000 francs, ils continuent à verser 70 000 francs pour le bus. Franchement. 70 000 francs. À qui profitent maintenant les désordres? Vous voyez, les taxis. Vous savez, un taximan qui roule sur la chaussée, combien il verse à son chef? 20 $, enfin, une équivalence de 20 $ aujourd'hui, 56 000 francs. Vous comprenez? Ah ben voilà. Alors, lorsque lui, il taxe, je prends Boulevard, magasin Boulevard, il est à 2 000 francs. 2 000, oui. Upen Boulevard, d'ailleurs, les taxis sont devenus même rares parce qu'ils coûtent trop cher, ils étaient déjà à 4 000 francs. C'est-à-dire, les gars, avant la fin de la journée, il a déjà le versement. Il peut arrêter de travailler, s'ils sont honnêtes. S'ils sont honnêtes. Or, avec ce que l'autorité vient de mettre sur place, et les chauffeurs, et les propriétaires de véhicules se retrouvent, et l'État, parce que l'État perçoit aussi les taxes. Voyez, tout le monde se retrouve. Les montants qui ont été imposés, ce sont des montants, c'est du gangstérisme en fait. C'est de l'escroquerie. Je vous donne un exemple. Un jour, j'avais une émission ici. Après, je descends. Il y avait la pluie. Comme ça, on prend autre... Deuxième tour des Poros, c'est la première question. Voilà, je descends. Il avait plu ce jour-là. Donc, je vais prendre mon transport. Les gars nous disent 5 000 francs. Les matins, nous avons payé 2 500. Franchement. Mais on nous pose la question, sur base de quoi vous avez mis à 5 000? Vous avez doublé le prix. Il ne nous regarde pas en face. Alors, il y avait un monsieur qui dit non, mon cher, il n'y a aucun été. Parce qu'il faut expliquer pourquoi Bomati s'y pris. Beaucoup de Congolais ont trouvé ces messieurs-là fous.
Moi, je dis, mais non, il a raison. Il faut qu'il explique pourquoi. Bref, c'est ça la réalité. Donc, ils doivent respecter l'autorité. Réaction, prend la question. J'ai réagi rapidement. Vous savez, l'idéal serait que les petits fonctionnaires, là, les derniers Congolais, même un transport de 500, ça c'est l'idéal. 500 francs, même 300 francs, c'est l'idéal. Mais ici, cher aîné, nous sommes en face de plusieurs réalités qui font en sorte que l'autorité, quelle que soit sa bonne foi, ne peut pas fixer les transports à 500 ou à 1000 francs. Les réalités que je venais d'évoquer. Vous êtes dans une ville où il y a plus de 5 millions qui doivent se déplacer, mais qu'il n'y a pas de véhicules, malheureusement. Vous connaissez ce qui est rare devient cher. La loi de l'offre. Exactement. Mais maintenant, regardez. C'est lui qui prend le véhicule Matete et Gombe. Il trouve un embouteillage monstre de plus de 2 heures. Vous avez calculé ça? L'embouteillage, ce n'est pas de son fait parce que, d'une part, vous n'avez pas de route. Les pays qui restent sont dans un état de délabrement très avancé. Il n'y a pratiquement pas de route secondaire. Donc, tu passes seulement les boulevards de Lumumba. Vice-versa, Mutandis. Ça, c'est une réalité. Les transports maritimes n'existent pas. Moi, je ne suis pas en train de dire que les Congolais doivent payer les 5 000 nous imposer. Je ne dis pas de ça. Mais j'ai dit, l'autorité doit éviter de faire le populisme sur des questions aussi essentielles et importantes. Je vais vous dire aujourd'hui, le problème n'est pas résolu. Le problème n'est pas résolu parce qu'on continue à payer les 5 000. Cher aîné, une loi est faite pour régir les gens dans la société, mais pour que ces gens-là soient régis par la loi, les gens doivent être... En fait, la loi doit s'adapter aux réalités sociales sans cesse changeantes de la vie en société. Vous ne pouvez pas au jour d'aujourd'hui. Vous venez d'évoquer une question. Il y a eu un consensus avec les responsables des chauffeurs. Mais après, c'était quoi la réaction des chauffeurs? L'autorité qualifie les chauffeurs qui sont en train de manipuler. Ils sont manipulés. Il y a une main noire, voilà le terme. C'est beaucoup plus simple de dire ça. On manipule il est en déphasage. Il ne tient pas compte de certaines réalités. Je vous dis, c'est un arrêté mort-né qui ne sera pas d'application. Il n'est pas le seul à prendre cet arrêté. Je vous rappelle, Ngobila aussi avait pris des arrêtés qui ne sont toujours pas d'application. Pourquoi? Les chauffeurs ne sont pas des Yankees. C'est vrai, il y a un faille au niveau de l'État. Il n'y a pas de véhicule. Je dis que d'ailleurs, lui, il n'a pas une vision en cette matière-là. Mais, je l'ai dit. Mais vous êtes un grand intellectuel, je vous reconnais. Vous connaissez la vision du gouverneur en matière de la mobilité de Kino. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais je l'ai vu en Athènes. Hein. Il était en Espagne. Il est allé visiter le métro. Et vous pensez vraiment qu'il s'appelle résoudre les problèmes? Ça venait d'abord quand? Malheureusement. Arrêtez cette histoire-là. Mais je chute. Il doit avoir ses députés. Il ne dirige pas le Bumbashi, il ne dirige pas Kamina, il dirige Kinshasa. Plus de 15 millions d'habitants, ça c'est une réalité. Regardez comment la ville est devenue très sale. Vous vous rendez compte? Donc c'est impossible de diriger Kinshasa, maître. Ce n'est pas impossible. Alors, il faut avoir une vision et tenir compte des réalités, de certains paramètres. Je vous dis, jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à payer 5 000. Ce sont les mêmes qui ce sont les mêmes fonctionnaires que mon aîné dit souffrent. Mais ils paient les 5 000, ils ne sont pas idiots. Mais si vous dites, bon, désormais, ce n'est plus 5 000. Comprends la poire à dé. Pour telle réalité, vous venez expliquer au Kino. Les Kino ne sont pas des idiots. Ils comprennent, ils savent qu'ils t'ont bon magasin. Regardez, il a mis Victoire Matete 500 fois. Est-ce qu'on est sérieux? Donc ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Un taximan, taxi catch, il met l'essence, tout ça. Avec les embouteillages. 2000 francs, on aura 2000 francs, pas même à 4 personnes. 500 francs Victoire Matete. Est-ce qu'on est sérieux? 500 francs. Et qui est... On doit être sérieux dans ce pays. Merci. Ça, c'est un arrêté populiste et morné qu'il doit revoir et prendre un autre arrêté en tenant compte de certaines réalités que je venais d'évoquer. Sinon, nous allons revenir encore ici après 2 semaines, après 3 semaines. Les prix ne vont pas changer, cher aîné. C'est pas ça. Vous dites, vous insistez, il doit faire appliquer la loi. Mais il a quoi pour faire appliquer? Merci. Il a quoi? Alors on prend la deuxième question, c'est lié à l'organisation de l'opposition qui tente à prendre
à s'organiser. Nous, aujourd'hui, il y a d'ailleurs le bloc Source national qui est en train de réaliser. Comment aujourd'hui vous... quelle est l'image que vous avez de l'opposition aujourd'hui, cher monsieur Damien? Vous avez Katumbi qui est à l'extérieur, on ne sait pas pourquoi il ne revient pas au pays. Vous avez Kabila qui est également à l'extérieur. Au niveau local, nous avons Fayoulou qui, jusque-là, aucune initiative à part faire la politique sur les réseaux sociaux. On ne comprend plus rien. Mais c'est rien. Oui, merci beaucoup pour la question. La première des choses, vous devez savoir que Katumbi, c'est parmi les politiques qui travaillent. On a été très très mal habitués. On pense que la politique est une carrière, hein, est un travail. Non, la politique n'est pas un travail, c'est un luxe. Quand on vient faire la politique, on est déjà suffisamment garni. Hein, donc on vient parler de son pays. C'est ainsi que vous verrez des gens comme Trump, il vient, il est président de la République, mais il vous dit je renonce à mon salaire. Parce que je n'en ai pas besoin. Vous voyez, c'est ça les bons politiques. Ou les bons politiques. Bon, les bons politiques. Et Katumbi, il y en a un. C'est un qui est un homme d'affaires, qui a des affaires, donc parce qu'il n'a pas été élu président, il ne voit pas pourquoi il est forcément obligé de rester au pays. Il peut aller, ça et là, faire son travail. Hein, voir ses sociétés, ses entreprises et tout ça. Et d'ailleurs, entre guillemets, ça c'est juste pour faire rire. Quand il reste beaucoup plus au pays, on les traite de voleurs. Tant mieux aller là où il y a tout. Il paye le fisc et tout ça. Et il paye aussi au pays, hein, mais bon, quoique vous n'êtes pas reconnaissant, je ferme la parenthèse pour dire que l'opposition aujourd'hui, il est, je pense, en train de prendre une autre ampleur et une ampleur positive de ce que doit être une opposition dans un pays. On nous avions tous, nous Congolais particulièrement, pendant très longtemps, nous avions pensé que être opposant, je suis opposé à M. Patrick, donc je dois, M. Yannick plutôt, je dois l'insulter, je dois les mépriser, je dois dire des choses fausses. Hein, je peux même dire que non, j'ai vu hier M. Yannick en train de s'amouracher avec une femme au bord de la route pendant que M. Yannick dormait paisiblement à côté de sa femme, tout simplement pourquoi? Parce que je vais le diaboliser. Ça, c'est ce que nous avons appris hier, malheureusement, et nous avions grandi dans cela. Mais vous allez remarquer que l'opposition aujourd'hui, c'est beaucoup plus des réflexions. C'est beaucoup plus... Aujourd'hui, c'est des colloques, c'est des conférences. Et quand nous sortons pour la marche, ce sont des marches pacifiques. Vous allez voir un monsieur Sessanga qui sort avec son parti et ses partisans en train de marcher paisiblement, sans insultes, sans injures, sans sortir des dépêches à la veille qui disent Monsieur Félix Tshisekedi et ceci et cela. Vous voyez? Mais ils viennent vous montrer un ras-le-bol, comme pour dire, nous ne sommes pas d'accord avec ça ou ça. Alors, le Congolais, n'ayant pas été éduqué à cette nouvelle donne, il pense que l'opposition est faible. En réalité, non. L'opposition au Congo est en train de devenir ce qu'une opposition doit être. C'est-à-dire, quand nous venons devant un plateau de la télévision, nous débattons sur des questions valables et vérifiables. Parce que ce que nous allons dire sur le plateau doit être vérifié par après pour nous donner crédibilité. Vous voyez, c'est pas comme avant. Avant, les gens pouvaient venir se tenir à un coin. Heureusement encore qu'il n'y avait pas plurification de télévision, de chaînes de télévision et des radios. Avant, c'était au coin. Moi, écoutez, j'ai été une fois à Rompuengaba. Un type est en train de dire que Mobutu avait 300 enfants. Que Mobutu avait 300 enfants. 350 d'ailleurs. Et que Mobutu avait plus de 1000 femmes. J'ai regardé à l'époque que j'étais jeune, hein. Je sais pas. J'ai fait un peu le calcul.
Et puis je me pose la question plus tard. En tout cas, ça avait tortuné dans ma tête. Je suis parti, je me suis dit, mais 350 enfants. Mais comment on ne connaît pas ces 350 enfants? Oui. Donc c'était des politiques, des mensonges comme ça, des diabolisations. Mais aujourd'hui, par contre, lorsque nous sortons, nous venons devant la télévision, nous disons, monsieur père de famille a détourné 350 000 $, 350 millions de dollars, dans un projet soi-disant de lampadaires et de forages. C'est vérifiable. Vous le vérifiez. Lorsque nous disons que l'IGF, par exemple, a donné un chiffre, un détournement entre 2018 et 2023 à la Banque centrale de 318 600 000, je crois, quelque chose, ce sont des faits. Et nous dénonçons cela en disant c'est un détournement d'État. Et c'est un vol qui doit être poursuivi et les gens doivent être arrêtés pour décourager cela. Nous passons à la télévision aujourd'hui pour dénoncer. C'est ça l'opposition en fait. L'opposition c'est quoi? D'ailleurs le mot opposition je ne l'aime pas vraiment. Vraiment, je ne l'aime pas vraiment. Pourquoi? Parce que c'est un jargon qui a été créé par le blanc pour m'opposer à mon frère. Alors quand je prends une opinion contraire, ça veut dire je suis son ennemi. Il doit me tuer par exemple. Il doit m'écraser. Non, non. On n'est pas opposants, mais par contre, on est partenaires politiques qui avons une réflexion. Alors, cette façon de faire l'opposition. De faire les choses. Oui, oui. Il y avait une question avant que je ne donne la parole à Maître Yannick. Est-ce que ce n'est pas ce qui change aujourd'hui donc l'opposition n'a plus la masse comme avant parce qu'il essaie un peu de changer la manière de faire les choses, de s'organiser. Et puis la petite question est que faire la politique à l'extérieur, oui, on a vu Étienne Tshisekedi qui avait la diaspora derrière lui, mais aujourd'hui on sent que ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui font tout ce que vous dites là, les colloques et autres, pour apporter une nouvelle touche dans la manière de faire la politique au Congo, ça ne paye pas. Non, je vais être plus rapide. Vous parlez de la masse, oui. Mais la masse, c'est laquelle? Quelle doit être cette masse-là? Les mots d'ordre, par exemple. Non, mais c'est justement, je suis en train de vous dire que la politique d'ancienne, là, elle n'est pas la politique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est meilleure que l'ancienne. L'ancienne, on a mené des gens dans la rue, et puis nous tous, nous avons été dans la rue. Parce qu'on nous a dit que Mobutu, c'était le diable. Mais aujourd'hui, nous voyons que ces personnes qui nous ont dit Mobutu était le diable, aujourd'hui, eux, ils sont pires que les diables. Vous voyez? Bien, alors, laisse-moi répondre à au deuxième volet de la question. Maître, souffrez, vous en aurez. Hein? La politique, c'est quoi? L'opposition, c'est quoi? Ce sont toutes ces personnes qui sont contre la gestion de la chose publique. Et ces personnes ne sont pas forcément dans la rue. Ou ne peuvent pas forcément venir dans la rue. Ils peuvent le manifester à un niveau donné. C'est comme Maître est en train de le dire. Quand on parle de les réalités urbaines, certainement, ces gens qui payent le 5 000 francs, ce sont ceux qui sont contre l'arrêté du gouverneur. Ils sont contre, c'est-à-dire ils sont opposants. Ils s'opposent à cet arrêté, ils disent non, moi je vais donner autant. Parce que lui, dans sa tête, il a autre chose. Alors, la politique à l'extérieur, mais je te dis, personne ne fait la politique à l'extérieur. Le parti Ensemble pour la République est représenté au Congo. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les secrétaires généraux, même si je ne suis pas mandaté de le dire, mais j'ai reçu un communiqué qu'il a une conférence de presse tout à l'heure, il devait le passer à 11 h. Voilà, donc ça veut dire le parti est là, mais son président est en périple, il est en train de sillonner le monde pour ses propres affaires. Merci beaucoup. La politique sans argent, vous serez un marchepied. Merci beaucoup. Peut-être vous avez le temps. Donc, l'opposition aujourd'hui vous fait peur à l'Union sacrée, vous créez des problèmes par-ci par-là. Alors, comment vous retrouvez face à cette opposition qui invite d'ailleurs le président Tshisekedi à honorer la mémoire de la combattante Kapalanga? Bon, je crois que j'aurais... C'est bien. Bon, vous savez, dans une démocratie, l'opposition a sa place. L'opposition républicaine, bien sûr. Moi, je ne trouve... Il y a aussi les résistants, vous les connaissez. Non, ces mots-là n'existaient pas. Vous lisez la Constitution et toutes nos lois, vous ne trouverez pas les mots résistants. De toutes les façons, ils ne connaissent pas de quoi ils parlent. La résistance n'existe pas dans une démocratie.
Je comprends que les opposants cherchent quand même à s'organiser. Parce que ce qui est vrai, vous ne sentez pas la touche de l'opposition. Ça va faire maintenant 6 ans depuis que Tshisekedi est là, le président Tshisekedi est là, vous ne sentez pas réellement l'opposition. Mais président, l'opposition se consolide. Vous avez vu Katumbi et Kabila, Fayoulou bientôt là, on ne sait pas à quel niveau les débats se retrouvent. Laissez-moi quand même agencer mes idées. Cette opposition s'organise, mais autour de qui? Parce que mon aîné a dit, l'opposition scientifique, ils font des colloques, ils réfléchissent. Mais il ne faut pas oublier la réalité congolaise, c'est que le peuple est identifié à un individu. C'est cet individu-là qui porte le combat, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité. Il ne faut pas oublier, que ce soit Kabila, Kabila, Fayoulou, il doit y avoir un leader de l'opposition. Si vous n'en avez pas, c'est déjà un problème. Mais vous allez vous organiser autour de qui? Mon aîné a fait des éloges sur la personne du président Moïse, pour qui j'ai beaucoup d'estime. En réalité, si nous étions, vous connaissez, moi j'écris un ouvrage sur la problématique de l'extraversion et de la Constitution, où j'aborde aussi la question de l'opposition congolaise. En réalité, si nous étions sérieux, c'est Moïse Katumbi qui devrait être le porte-parole de l'opposition. Pourquoi? Parce que c'est lui le candidat perdant. C'est lui qui vient juste après les présidents Tshisekedi. Mais vous allez voir, déjà au niveau de l'opposition, il est contesté. Vous dites à Martin Fayoulou que désormais votre porte-parole c'est Katumbi. Tout de suite, il vous dit non, Etalingate Makambouane. Ça, c'est déjà le plus grand problème de notre opposition. Maintenant, on me dit qu'il y a un nouveau leadership, Joseph Kabila. Bon, je vous ai dit autrefois que c'est sa personne qui ne m'inspire pas confiance. Souffrez quand même, je parle des individus, parce que ce sont nos leaders. Souffrez. Mon aîné souffrait. Le président Moïse, par exemple, pourquoi il ne sait pas porter, comment dire, cette opposition? Pourquoi il n'est pas le porte-parole? Pourquoi il n'est pas, voilà, le chef de file de l'opposition? Je dirais même, pourquoi les Congolais ne font-ils pas confiance à Moïse Katumbi? Parce qu'il était candidat. Il a fait le score que vous connaissez. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut le contester. Moi, j'étais candidat ici à Kinshasa. J'ai sillonné les bureaux de vote. Il n'avait pas de voix. Vous savez pourquoi? Moïse Katumbi a déjà géré ces pays. Et pardon, a déjà géré une province, les Grands Katanga. Qu'est-ce que les Congolais retiennent? Selon certains rapports, il s'est enrichi d'une manière insolente. Alors qu'il n'a géré qu'une seule province. Et les Congolais se sont dit, si nous accordons toute la République à Moïse Katumbi, mais c'est fini, il deviendra multimilliardaire. Ça, c'est le premier handicap. Le deuxième handicap du président Moïse Katumbi, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui sait communiquer, ce n'est pas quelqu'un qui est convaincant en communiquant. Or, la politique, c'est le ministère de la parole. Vous ne venez pas comme mon aîné a dit. Exactement. La volonté qu'on peut avoir de changer les choses. Quand mon aîné a dit, il a beaucoup d'argent. C'est vrai, il a beaucoup d'argent. Bon, si vous suivez aussi Mouyambo, ils vous diront, il va vous dire comment lui, il a eu cet argent-là. Mouyambo. C'est une affaire. Ah, laissez quand même. Au-delà de l'argent, il faut convaincre. Il faut parler, il faut porter une vision. Mais lui, quand il parle, que ce soit en anglais, en swahili, en français, il ne sait pas convaincre. Ça, c'est un autre handicap pour lui. Un autre opposant Le président Honoré Joseph Kabila, il veut organiser l'opposition. Selon certaines informations, vous avez vu le président Moïse y passer, bientôt ça sera le tour de... Mais est-ce que lui aussi est-il crédible? Après avoir géré le pays pendant 18 ans, la manière dont lui, il a laissé notre armée. Est-ce qu'on peut encore faire confiance au président Kabila? Vous suivez, mon aîné a fait allusion à ce détournement au niveau de la Banque centrale où l'ancien gouverneur dit, nous avons déposé cet argent-là à la résidence de Joseph Kabila. Vous trouvez ça sérieux? Et les Congolais peuvent-ils encore faire confiance à un monsieur comme cela? Je ne crois pas. D'abord, lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui prend régulièrement la parole. On ne sait même pas ce qu'il pense. Il est même quand on lui dit c'est vous qui soutenez les M23, il ne parle pas. Mais ça, ce sont des soupçons graves. Il faut dire que je ne les soutiens pas ou je ne suis pas avec eux. Lui, il ne parle pas. Et je ne vois pas, moi, Katumbi
Tshisekedi accepter Kabila devenir le chef de l'opposition. Ça, je ne le vois pas. Un autre opposant, c'est Denis Sassang. Mais lui, il a dit, il critique. Mais quand il critique, il doit arrêter de faire des leçons aux gens. Un criminel n'a pas de leçons à donner aux gens. Pourquoi vous aimez toujours appeler les passants? Non, mais parce que, permettez-moi, parce que ce sont des opposants. Quand il y vient, il fait des analyses, il propose. Mais il doit arrêter à ce niveau. Mais pas faire des leçons. C'est là où moi je ne suis pas d'accord avec lui. Ce monsieur, pour devenir ministre dans ce pays, pour avoir l'aura qu'il a, il a pris les armes. Il a tué les Congolais. Il a même des soupçons, des graves soupçons, de cannibalisme. Donc, je ne vois pas un homme comme Katumbi, Martin Fayulu, accepter quelqu'un qu'on soupçonnerait d'être un cannibale, venir les diriger. Qui donc? C'est ça le vrai problème. Il ne s'accepte pas. Mais les Congolais ne s'identifient pas à un individu. Je vous ai dit, il y a toujours un homme qui porte les aspirations, les attentes de la population. Souvenez-vous, sous Kabila, sous l'ancien Mobutu, il y avait un homme, Etienne Tshisekedi, qui portait les combats. Les Congolais, qu'on le veuille ou pas, on n'aura qu'un seul président. En 2028 ou 2023, si ça sera Katumbi, alors il doit porter la voix de l'opposition. Ça ne sera pas à la fois Katumbi, Kabila. Il y aura toujours un chef. Mais qui? Qui? Il faut... Mon cher ami, comment vous mettez sous pression? Il a plus de 15 minutes, moi je n'ai qu'à 5 minutes. Non, même mon aîné n'est pas d'accord avec vous. Même mon aîné n'est pas d'accord avec vous. Allez-y, maintenant. Moi je crois, sincèrement, les difficultés que... Les bilans de l'Union sacrée, je ne dis pas que c'est à 100%, il est à 100% très bon. Il y a des failles. Mais vous n'avez pas une opposition qui sait bien faire le travail pour réveiller la population. Parce que l'opposition peut aussi aider la majorité à faire bien le travail. Mais les leaders que je venais de vous citer, je ne parle pas de Martin Fayulu. Vous savez, en 2018, il était quand même, il avait les vents en poupe. Aujourd'hui, en 2023, 2025, personne ne parle de lui. Personne. Et lui, Martin Fayulu, le problème, c'est que c'est quelqu'un qui se contredit à tout moment. C'est quelqu'un qui se contredit à tout moment. Et donc, l'opposition, moi, à mon avis, c'est lui qui devait prendre les flambeaux ce matin. C'est Moïse Katumbi. Très bien. Parce qu'il est venu deuxième après le président de sécurité. Malheureusement, il est toujours aux abonnés absents. Malheureusement, il ne sait pas convaincre. C'est pas une stratégie politique. Là, peut-être en 2028 pour relancer les combats. Bien que en interne, on s'organise, M. Daniel a dit. Ça peut être une stratégie politique libre à elle, mais est-ce une bonne stratégie? Très bien. On doit quand même sentir l'opposition. Face aux égarements du pouvoir, on doit sentir quand même la réponse concertée de l'opposition. Jusque-là, on n'en trouve pas. Regardez, sur des questions vitales de la République, comment vous pouvez imaginer Katumbi, le président Katumbi et le président Honoré Joseph Kabila, ils se rencontrent, ils ne condamnent pas l'agression rwandaise. Comment les Congolais peuvent vous faire confiance? Peuvent-ils vous faire confiance? Ils ne condamnent pas dans les communiqués. Alors qu'il y a une agression, il y a des gens qui nous font la guerre. Ah, les Congolais vont dire non, mais ils sont des matchs avec les autres. Soutenons Tshisekedi. Tshisekedi n'est pas peut-être parfait, il n'est pas le meilleur président que nous avons. Mais il a en face de lui une opposition très faible en panne de stratégie. C'est comme ça que les peuples continuent à faire confiance au président Tshisekedi. Monsieur Damien, alors votre réaction, on prend la dernière question. La réaction par rapport à... ça sera son deuxième tour de parole. J'en aurai également. Même maître, ça est calme. Je dirais, il y a ce que j'avais dénoncé à l'entrée de jeu en disant la politique d'hier, elle est différente de celle qui est en train de se mettre aujourd'hui, de s'implanter aujourd'hui. Il y a notamment cette politique mensongère où il y a une certaine opinion qui ont fait croire que Moïse Katumbi c'était le voleur patenté de tout ce que nous avions comme richesse. C'est ce que les régimes à cette époque nous avaient fait croire. Et voilà, donc c'est vraiment un mensonge, vraiment un grand mensonge alors, parce que Moïse Katumbi, avant d'être gouverneur, il n'est pas venu pauvre. Il est venu en jet privé. Je vous dis, vous savez, j'ai toujours dit ça aux Congolais, si nous avons un sens de responsabilité, nous devons faire avec des personnes responsables. Moïse Katumbi n'est pas venu main vide, et c'est parmi les rares.
politique. Qui est venu dans la politique avait déjà pas un seul jet privé, mais il en avait 2. Oui, il en avait 2. Il avait une équipe de football qui était en bonne santé. Et puis, il avait des entreprises, pas une seule, mais des entreprises plusieurs. Notamment, l'une d'entreprises est celle qu'il avait commencé au Congo, une entreprise de poissonnerie dans la rivière Luapula et dans le lac Tanganyika. Alors, c'est quand même un bosseur, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé, qui sait gérer et qui a monté ses affaires de toutes pièces. Il est arrivé gouverneur qu'en 2006. Mais avant 2006, Moïse avait une vie. Moïse était connu comme millionnaire déjà à cette époque. D'ailleurs, l'opinion le savent. Il a connu des problèmes avec Laurent Désiré Kabila. Parce que Laurent lui devait déjà à cette époque 25 millions de dollars. Sans qu'il ne soit gouverneur. Ou bien sans qu'il ne soit un politique à un niveau quelconque. Mais cette politique de mensonge, malheureusement, d'un parti qui nous a tous leurrés, qui nous a tous menti, fait croire aux Congolais, à certains Congolais, pas tous, que Moïse est des grands voleurs. Mais c'est de la mauvaise foi, tout simplement. Parce que Moïse était voleur autrefois, selon eux, mais eux, aujourd'hui, qui gèrent la res publica, la chose de la République. Mon cher chef maître, si vous faites la sommation de montants déjà détournés, ils sont au-delà des 12 milliards. 12 milliards. Mais écoutez, si nous faisons la sommation... Des 6 ans. Des 6 ans. Non, mais c'est Daniel. C'est pas possible. Non, mais écoutez, non, je vous laisse, je vous donne, s'il vous plaît, je vous donne la latitude. On va réfléchir, juste réfléchir un peu rapidement. Tenir aussi compte des temps, Non, mais je veux qu'on réfléchisse ensemble pour qu'on partage le temps. Non, mais... Dis-moi, maître, dis-moi, et les téléspectateurs sont là. Votre budget de 5 ans passés était de combien? 16 milliards. C'est ce que vous nous avez dit, non? 16 milliards par an, n'est-ce pas? Chaque année, je crois que c'est ça, hein? Si je me trompe, vous me le dites. Non, moi je ne réponds pas à vos questions. Allez-y. Je sais que vous ne répondez pas parce que ça vous clôt. Donc vous aviez des 16 milliards. Et qu'avez-vous produit avec les 16 milliards de chaque année pendant 5 ans? Mais qu'est-ce que vous avez détourné? 100 jours, 360 millions. Lampadaire, 300, je crois, 18 millions. Ça fait combien? Ça fait 600 et quelques millions. Oui. 700 déjà. Oui. Et quand nous allons sur les non-dits, les dépassements budgétaires au niveau de la présidence. Non, mais attends, écoutez, nous sommes en train de réfléchir. Allons-y. Les dépassements de budget au niveau de la présidence. 2 fois de 1000%. Mais tout ça, ça va dans le compte de détournement. C'est pas possible. C'est pas possible. Et le gouvernement lui-même, n'en parlons pas. C'est-à-dire, si nous entrons dans les non-dits là, nous allons trouver que vous avez plus détourné que que Kabila et même que Mobutu. Mais ça alors, vous ne les dites pas. Merci beaucoup, maître. Vous ne les dénoncez pas. D'ailleurs, quand je cite le mot, les montants ici, vous en riez. Parce que vous dites que, non, écoutez, lui, là, parce que vous refusez de réfléchir. Mais quand on vous pose sur Moïse Katumbi, vous nous dites que même le lit sur lequel Moïse Katumbi dormait, il a acheté avec l'argent volé. C'est n'importe quoi. Cher ami. Je vous laisse la question et puis vous continuez. Non, ça c'est mon ça c'est mon deuxième tour de parole. C'est pas comme ça que non. En tout cas aujourd'hui je ne suis pas d'accord avec vous. Vous donnez plus de temps à mon aîné. Moi je suis pas prêt à jouer ces jeux là. Je réplique d'abord. Bon, je comprends. Vous avez vu mon aîné était dans une très grande difficulté pour. C'est pour la première fois de le voir pendant cette émission, d'être vraiment en difficulté lorsqu'on essaie quand même de dire les vérités sur la gestion de Moïse Katumbi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et ce n'est même pas l'IDPS qui avait accusé Moïse Katumbi. C'est d'abord le PPRD. Lui, comme un ancien membre du PPRD, souvenez-vous,
l'ancien ministre de la Justice avait porté plainte pour détournement. Pour détournement contre Moïse Katumbi. Je ne m'en souviens pas. Oui, il n'était pas le seul. Souvenez-vous, il y avait encore le gouverneur Ngoï Kassanji à l'époque. C'était tout un dossier ficelé. Il y avait quatre gouverneurs qui devaient répondre des actes devant la justice. Très bien, merci. Non, oh, mais comment vous faites ça? Non. Pas de l'opposition, pas de Moïse Katumbi aujourd'hui. Non, il a pris beaucoup de temps. Les dossiers, c'est pas Katumbi. Non, moi je ne parle pas seulement de Katumbi. Okay. Cher aîné, aujourd'hui, tout le monde a compris que après le pouvoir de Moïse Katumbi n'est pas égal, non, avant le pouvoir de Moïse Katumbi n'est pas égal après le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, même Mazembe a du mal sur les plans financiers. Vous dites que c'est un millionnaire, vous dites qu'il a beaucoup d'argent. Mais regardez ce que Mazembe. Ça va faire combien de temps que Mazembe n'arrive même pas là où, quand il était gouverneur, chaque fois, premier, deuxième, troisième, quatrième. Aujourd'hui, on ne parle plus de Mazembe en Afrique. Les activités du parti politique ensemble, on ne le voit même pas. On a vu la campagne de Moïse Katumbi, il était essoufflé. Moi, je ne dis pas qu'il s'est volé, mais Mouyambo a dit il s'est enrichi d'une manière insolente. Et il n'est pas le seul. Même Joseph Kabila l'a dit, il l'a traité même de Jida. Il a traité même de Jida. Donc, pour moi, il serait un bon porte-parole de l'opposition s'il travaille des aspects. Ok. Savoir convaincre, savoir s'assumer comme leader. Merci, ça, c'est immobilier. J'ai compris sur cette question. Okay. Il demande qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent qu'on a mobilisé. Cher aîné, on n'a pas assez de temps pour les détails. Voilà, mais retenez, non, c'est important parce qu'il a abordé ça. C'est pas qu'il a abordé ça. C'est important. Lorsque le président de la République, Tshisekedi, prend le pouvoir, la masse, j'ai dit, le total en termes de salaire qu'on payait aux fonctionnaires de l'État, c'était à peu près 700 millions. Aujourd'hui, c'est plus de 2 milliards de dollars qu'on paye aux fonctionnaires de l'État. C'est-à-dire, on a eu à mécaniser, on a eu à engager des gens, des militaires, des policiers, des fonctionnaires de l'État, plus de 2 milliards. Aujourd'hui, sous Joseph Kabila, par exemple, il n'y avait pas la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, plus de 2 milliards de dollars. Je dis bien 2 milliards de dollars pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Dans les 16 milliards que vous cherchez. La guerre à l'Est. Sous Joseph Kabila, c'était 300 millions, 400 millions. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 1 milliard 500 millions. Vous cherchez l'argent. Vous voyez là où l'argent part. Donc, je ne dis pas qu'on n'est pas en train de détourner. Il faut quand même accepter, sous Joseph Tshisekedi, quand même, il y a des procès pour condamner le détournement. Sous Mobutu, que ce soit sous Mobutu, Joseph Kabila, moi je suis avocat. Je n'ai jamais vu et je ne connais pas un seul procès qui condamne quelqu'un au détournement ou encore à la corruption. Cette décision de justice n'existe pas. C'est en 2019-2020 que nous avons eu sous le président Tshisekedi. C'est pour dire, c'est vrai, on peut dénoncer des détournements, on peut dire, mais au moins il y a une injustice qui s'est interpellée. Sous votre régime, lorsque vous étiez avec Moïse Katumbi, PPRD, est-ce que vous pouvez imaginer qu'on pouvait arrêter un directeur de cabinet chef de l'État? Je vois encore Moïse, parce que je vois encore le professeur Némi, directeur de cabinet, qui pouvait l'arrêter? Sous Joseph Kabila, c'est quand même une chose effective. Je chute par là. Une année après, je chute par là. Je chute par là. Bilan sécuritaire. De manière ramassée, il nous reste quelques minutes. On termine la question maintenant, s'il vous plaît. C'est difficile, mon cher. Mais ça, vous êtes déjà en train de présenter les avancées significatives. Vous avez évité que je puisse... Non, même pas. Aller tout droit avec... Mais j'ai beaucoup de respect pour le président Katumbi. C'est un bon leader. Il doit travailler seulement l'aspect de la communication pour convaincre. Okay. Il a dit il a l'argent, mais partout où il y passe, il ne sait pas convaincre. Il doit beaucoup travailler sur ça. On revient toujours sur les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Lorsqu'on dit une année de Tshisekedi, mais combien de Congolais savent-ils que ce n'est pas le président de la République qui gère au quotidien la res publica, conformément à la Constitution? Voilà pourquoi moi, dans mon ouvrage, je plaide pour les changements de la Constitution, mais aussi les changements du régime politique. Nous puissions quitter le régime semi-présidentiel à un régime présidentiel, qui n'est pas à confondre avec le présidentialisme. Parce que beaucoup de gens craignent qu'il pourrait y avoir le présidentialisme et la confiscation du pouvoir. Moi, je prends un régime présidentiel, au vrai sens du mot. Pourquoi?
pour que le président soit lui-même responsable de sa gestion. Pourquoi je l'ai dit? Une année de Tshisekedi, mais vous allez vous rendre compte que son gouvernement d'action n'a que 6 mois. Et donc, s'il faut faire son bilan, il faut prendre seulement les 6 mois de son gouvernement. Parce que pendant les autres 6 mois, il y avait un gouvernement qui expédiait les affaires courantes. C'est un gouvernement en réalité d'action. Okay. Mais pas d'action, de réaction. Mais ce gouvernement est d'action. Mais est-ce que ce gouvernement a tout fait? Moi, je dis, c'est faux. En 6 mois, on ne peut pas tout faire. Mais il y a quand même quelque chose que moi, j'apprécie. Par exemple, aujourd'hui, nous pouvons nous mettre d'accord, nous tous ici, qu'il y a une stabilité de taux d'échange. Dans les 6 mois, je ne prends pas les 1 année, les 6 mois, il y a une stabilité de taux d'échange. Ça, vraiment, on ne peut pas dire. Deuxième acquis pour moi, il y a un combat et même une victoire sur le banditisme urbain. Je ne prends pas la guerre, mais je dis le banditisme, le phénomène Koulouna. Avec l'opération Ndobo, vous avez, c'est lié au ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur, où on organise des procès publics. Moi, je suis quinois. Je constate que vous pouvez maintenant respirer. À Kisenso, Matete, vous pouvez même être à INE 0R. Vous ne voyez pas ces jeunes gens-là. Je ne dis pas qu'on a tout terminé, mais il y a une nette diminution. Ça, ce sont des efforts à saluer. Je constate qu'avec ce gouvernement, c'est vrai, on nous impose une guerre. Mais nous sommes aussi en train de réagir d'une manière musclée. Très souvent, on nous dit, on a pris Minova, on a pris une victoire, mais on ne dit pas ce que nous aussi nous sommes en train de faire. Je lis les rapports, peut-être je vais citer par là, je lis les rapports, je lis les rapports des experts des Nations Unies sur la guerre à l'Est. Les militaires RDF utilisent les missiles solaires, les missiles anti-chars, des mortiers guidés par GPS. Je ne sais pas, les experts en matière militaire comprennent ce que je dis. Ce sont des nouvelles technologies qui font en sorte que, malgré qu'ils ont beaucoup d'argent, malgré qu'ils ont des matériels de guerre modernes, mais ce gouvernement a aussi mis des moyens pour résister. Vous voyez, depuis qu'on est en train de combattre, ils n'ont pas encore pris la ville de Goma. Le combat se déroule malgré qu'ils ont des armes modernes que nous n'avons pas. Ça, il faut le dire. Je lis les rapports. Ils ont des armes année de fabrication 2021. Les experts en matière militaire, ils vont comprendre. Cher ami, 2021, c'est pour dire, derrière les Rwandais, il y a des grandes puissances qui soutiennent. Moi, je ne parle pas des M23 parce que les M23 n'existent pas, c'est les Rwandais qui soutiennent les M23, Kagame, en lui donnant les hommes, en lui donnant les armes et les armes des dernières générations. 2021, ce n'est pas facile. Et donc, je chute en une minute. En une seconde, je chute en une seconde. Je chute en une seconde. Mon aîné aura tous ces 3 minutes-là. Je chute en une seconde pour dire, cette guerre nous est imposée. Nous n'avons plus de choix, il faut la faire. Il faut préparer les Congolais à faire la guerre. Et nous sommes dans les bons. Déjà résister face à tous ces grandes puissances-là, c'est déjà une bonne chose. Il faut continuer à faire la guerre. Merci, maître. Alors, messieurs Damien, nous sommes en train de chuter. Alors, quelle est votre lecture par rapport sur le plan politique, avec tout ce qui a eu comme mise en place des institutions? Maître parle de 6 mois, on ne sait pas, alors que le Tshisekedi a prêté serment pratiquement le 20 janvier 2024. Sur le plan sécuritaire, de manière ramassée, parce qu'il reste quelques minutes. Oui, merci beaucoup. Merci pour la question. Mais avant de répondre à votre question, je vais d'abord quand même conclure les dossiers voilà. Mon aîné a tout le temps. C'est un plateau d'ensemble. Maître doit savoir que tout ce qu'on a raconté sur Moïse Katumbi, c'est faux. Ouais. Et Mazembe n'est pas un déphasage, comme vous le dites. C'est une équipe. Aujourd'hui, le Real a été traverse des moments très difficiles. Voilà. C'est-à-dire, le moment difficile, ce sont des moments qui arrivent à toute organisation. Et Mazembe est en train de connaître ce qu'il connaît. Même si Moïse était président de la République, ça n'aurait rien fait si c'est le moment qu'elle devait traverser ces temps-là. Alors, pour dire encore que c'est que on a toujours raconté sur Moïse, c'est 99,9% de la fausseté contre
en disant qu'il a volé, qu'il a fait ceci. En tout cas, ça, c'est faux. C'est un bosseur. Il a d'ailleurs, ce que vous ne dites pas, il avait renoncé à son salaire pendant qu'il était gouverneur de Katanga. Il était aussi dans les conflits d'intérêts parce que moi-même, j'étais au Katanga. Tout le monde me le disait. Oui, mais écoutez, les gens ont toujours raconté des choses sur lui qui ne sont pas vérifiables. Par exemple, quelqu'un va te dire, il était dans la briqueterie. Et il faisait les charbons, hein, les braises. Tout ça, ce sont des choses qui se racontent, mais qui ne sont pas vérifiables. Mais pour dire sur ce qui, pour répondre à la question, c'est que, vous savez, nous, qu'est-ce que nous attendions avec l'investiture de Madame Souminois, c'est de voir les 6 piliers de M. Félix Tshisekedi sur lesquels il a battu campagne commencer à voir jour. Les 6 piliers, jusque-là, on n'en voit rien. On n'en voit pratiquement rien. On espère que dans les jours qui viennent, peut-être qu'avec le remaniement, il y a de ceux-là qui vont croire à sa vision et qui peuvent faire quelque chose. Merci beaucoup. On retient Non, vous avez beaucoup donné de temps. C'est vraiment un plateau ensemble. Mon aîné a joué son coup. Bon, je cite. Joué son coup. Il a bien joué son coup. Je cite pour mobiliser les Congolais. Okay. Il y a un aspect qu'on ne tire pas souvent d'attention, c'est la guerre hybride. La guerre hybride, c'est cette guerre de l'information. Okay. Qui fait rage dans notre pays. Et beaucoup de gens y tombent, des journalistes, des musiciens. À chaque fois que les rebelles prennent une vue, même si c'est un mensonge, on relaye. Ça, c'est une guerre hybride et c'est très dangereux. Okay. Donc, nous devons tirer très d'attention de ne pas relayer les mensonges de l'ennemi. Déjà, un Congolais sérieux ne peut pas relayer ce genre de choses. Et donc, je demande aux Congolais de soutenir le président Tshisekedi. Il a encore 4 ans. Je demande au président, si possible, de faire les remaniements parce que il nous reste que 4 ans. Il faut ajouter, il faut... Après 6 mois, vous avez dit, il y a quand même... Oui, après, exactement. Après 6 mois, on peut faire un remaniement technique pour renforcer l'équipe. Moi, en tout cas, je ne trouverai aucun inconvénient pourvu que on trouve quand même des oiseaux rares. Merci. Voyez-vous? Et donc, que les Congolais puissent faire confiance au président de la République. L'opposition doit s'organiser et je soutiens l'organisation. D'ailleurs, j'ai dit à mon aîné, pour moi, Moïse Katumbi devait prendre les flambeaux. Le chef de file de l'opposition. S'il y travaille, effectivement, c'est ce que j'ai dit là. Sinon, il va encore rater l'occasion parce que 2028, il sera aussi probablement face à... il fera face... Probablement, il fera face au président Tshisekedi. Oh, comment ça? C'est David dans 30 secondes. Oui, ben voilà. C'est que je vais apaiser l'opinion pour dire que la santé politique de Moïse Katumbi, elle est au zénith et il n'a pas ces difficultés dont Maître Yannick a fait allusion. Il parle bien, il convainc. D'ailleurs, la preuve en est que quand il est sorti, et toutes ces sorties médiatiques, c'est pas du fiasco, c'est les messages qui passent. Et nous, le mot d'ordre, quand il est donné, nous le suivons. Et si, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il n'est pas officiellement porteur d'être porte-parole de l'opposition, c'est tout simplement parce que le gouvernement en place ne veut pas organiser. Faux. Si, si. Il ne veut pas organiser. Et cela fait qu'il n'y a personne qui... Le problème est bloqué au niveau de l'opposition, notamment les camps de Martin et les autres. Merci beaucoup, M. Damien. Le député Charles Mandosimba qui porte l'initiative. Et ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement n'a rien à voir avec ça. C'est le gouvernement qui doit organiser. Non, c'est pas le gouvernement, c'est l'Assemblée nationale. C'est le Parlement. C'est votre Parlement.